Merci d'avoir pris le temps de vous joindre à nous pour cette conférence. Et puis, bonne semaine nationale de l'immigration francophone à nous tous fiers francophones de la Colombie-Britannique et du Canada, parce que je sais qu'il y a d'autres personnes qui nous rejoignent, comme Jean-Marie, je pense qu'il est à Ottawa. Ici à Ottawa, oui. Il est 13h ici. Il est 13h, parfait. Nous, on est 10h ici, on est encore en plein dans le café et le thé. Donc, bonjour et bienvenue. Merci de nous rejoindre pour cette 8e édition de la Semaine nationale de l'immigration francophone et de vous joindre à nous pour cette conférence sur l'amélioration de l'inclusion des immigrants au sein des espaces francophones. Donc, la conférence aujourd'hui est présentée par Suzanne Huot et Anne-Cécile Delesse. Bonjour Suzanne. Et Anne-Cécile Delesse de l'Université de British Columbia, UBC, l'Université de Colombie-Britannique, autant pour moi, pas dans UBC, mais ici. Donc, ça va être... je vous donne à peu près les grands points de comment ça va se passer aujourd'hui. Donc, Suzanne et Anne-Cécile vont nous présenter un peu les résultats de leur recherche sur justement l'inclusion au sein des espaces francophones. La conférence va durer 1 heure. Les 30 premières minutes, ça va être essentiellement le résultat de recherche qu'elles vont nous présenter. Et puis, les 20 minutes qui vont suivre, on va passer à une période de questions-réponses ou plutôt de discussion, on va dire ça comme ça. On va le faire vraiment de façon très, très informelle. Et donc, sentez-vous à l'aise si vous voulez poser vos questions. Vous n'avez pas forcément besoin d'attendre le moment des questions-réponses. Vous pourrez le faire avant. La conférence est enregistrée, mais c'est la première partie qui va être enregistrée, donc les 30 premières minutes de présentation. Donc après, on pourra arrêter pour la période de questions-réponses si jamais vous n'êtes pas à l'aise avec, si quelqu'un ne veut pas que ces questions ou quoi que ce soit soient enregistrées. Donc voilà, c'est très, très informel. Ça fait 3 minutes que je parle. Je vais laisser la parole à Suzanne et Anne-Cécile. À vous le micro, à vous le podium, mesdames. Merci. Et est-ce que vous pouvez vous occuper de la petite chambre d'attente pour les gens qui se joignent au fur et à mesure, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Je vais ajouter aussi que si vous avez des questions ou quoi que ce soit entre-temps, n'hésitez pas à tout mettre dans le chat et tout sera reporté à nos... Super, merci. Voilà, donc, bonjour, merci de nous avoir joints pour cette présentation aujourd'hui en lien avec la Semaine nationale de l'immigration francophone. Je m'appelle Suzanne Huot et je suis professeure adjointe à l'Université de la Colombie-Britannique. J'étudie l'immigration francophone au Canada depuis 2006. Je suis née à Welland, dans la région centre-sud-ouest de l'Ontario, et j'ai grandi dans cette communauté francophone en situation minoritaire. Je suis en Colombie-Britannique depuis 2017 et je mène un programme de recherche axé sur les expériences des immigrants et réfugiés francophones, francophiles, d'expression française dans les communautés francophones en situation minoritaire du Grand Vancouver. Donc, ici, je vais juste dire CFSM pour communauté francophone en situation minoritaire, ainsi que des études comparatives des CFSM à travers le Canada. Donc, je présente aujourd'hui avec Anne-Cécile Delesse, une étudiante internationale de la France qui complète présentement son doctorat à l'Université de la Colombie-Britannique avec moi. Et le projet que nous présentons aujourd'hui a été financé par le Conseil de recherche en sciences humaines. Je suis la chercheuse principale du projet qui a été menée en collaboration avec Dr. Louisa Véronis de l'Université d'Ottawa et Dr. Gillian Crease de l'Université de la Colombie-Britannique. Anne était l'assistante de recherche principale et la coordonnatrice du projet pour cette étude, et c'est elle vraiment qui a complété la grande majorité de la collecte et de l'analyse des données pour sa thèse de maîtrise. Donc, moi, je vais faire un peu la présentation du projet, mais c'est elle qui va vous partager les résultats principaux. Donc, et je vais fermer mon courriel
pour pas qu'on ait ce fameux ding à travers la présentation. Donc, je réalise finalement aussi que j'étais tellement excitée de présenter que j'ai pas fait le partage d'écran. Donc, vous avez seulement manqué la belle diapo de présentation. Est-ce que vous voyez tous le titre de présentation « Rencontre culturelle, améliorer l'inclusion au sein des espaces francophones minoritaires ». Donc, comme vous le savez probablement, l'immigration francophone est devenue une priorité centrale du gouvernement fédéral canadien visant à soutenir la vitalité des CFSM. Cependant, il y a un manque de recherche au sujet des expériences vécues et les pratiques des immigrants d'expression française dans les CFSM. Les espaces communautaires sont importants pour les membres de ces communautés. Ces espaces permettent de vivre, d'accéder aux services et de sociabiliser en français. Et les espaces francophones offrent des ressources importantes pour soutenir la participation active et l'intégration sociale et souvent aussi économique des immigrants d'expression française. Ce projet est basé sur 2 autres projets qui ont été financés par IRCC ou Immigration, Réfugiés, Citoyenneté Canada, qui ont été menés par Louisa Véronis et moi en Ontario, examinant le rôle des espaces communautaires pour l'intégration sociale et culturelle, ainsi que la participation sociale des immigrants et réfugiés dans les communautés francophones en situation minoritaire. Et nous planifions présentement une analyse comparative entre nos données du Grand Vancouver, en particulier avec nos résultats de la Ville d'Ottawa. La question de recherche guidant les projets était comment est-ce que les espaces qui soutiennent la participation sociale des immigrants et des réfugiés francophones influencent-ils leur intégration dans la société? Donc, pour répondre à cette question et pour permettre une analyse comparative avec le projet complété en Ontario, nous avons choisi une étude méthodologique ethnographique. Donc, le but est vraiment de participer au sein des communautés pour mieux comprendre les dynamiques communautaires dans les espaces. Et donc, nous avons utilisé 4 différentes méthodes qualitatives et nous avons recruté 2 groupes de participants. Premièrement, nous avons formé un partenariat avec 3 espaces communautaires, un organisme provincial, une association communautaire et une église pour permettre une étude de différents espaces communautaires ainsi qu'une diversité d'activités et formes de participation et d'engagement au sein de ces espaces. Utilisant une approche d'observation participative, Anne, principalement, mais ainsi que moi et une autre étudiante, ont participé à au moins 6 activités dans chaque espace pour observer le genre d'activité qui est organisé. Ensuite, 5 participants de recherche ont été recrutés parmi chacun de ces espaces, ainsi que 5 participants qui sont membres de la communauté, mais qui n'ont pas nécessairement été recrutés au sein d'un de ces 3 espaces principaux. Sachant bien vraiment qu'il y a plus que 3 espaces, on voulait vraiment avoir un peu de variété dans la collecte des données. Donc, ces 20 participants ont tous complété une entrevue personnelle adressant leurs motivations, leurs expériences et les résultats de leur participation dans les espaces francophones. Mais ils pouvaient vraiment parler de plusieurs espaces lors de l'entrevue. Ils avaient aussi l'option de compléter une entrevue participative où ils participaient dans une de leurs activités quotidiennes avec Anne. Et nous avons aussi complété 6 entrevues avec informateurs clés, qui incluent un représentant ou une représentante de chaque site partenaire, ainsi que 3 autres sites qui ont été identifiés comme étant importants lors des entrevues personnelles avec les immigrants. Donc, voici une description des participants aux entrevues personnelles et aux entrevues participatives. Vous voyez que nous avons recruté des gens de plusieurs pays différents
mais avec la majorité provenant de la République démocratique du Congo et de la France. Il y avait aussi beaucoup plus de femmes que d'hommes qui ont accepté de participer, possiblement dû au genre d'espace communauté visé et ou au fait que l'équipe de recherche était composée entièrement de femmes. Et la diapo n'avance plus. Voilà. Donc, avec ce contexte en tête, j'invite Anne maintenant à partager quelques résultats clés de l'étude. OK, donc moi, je vais vous présenter trois thèmes principaux qui sont ressortis de nos résultats. Donc, le premier, c'est l'intégration à travers la communauté francophone. Deuxième, c'est les activités proposées dans les sites communautaires en tant que mécanisme d'inclusion ou d'exclusion. Et puis, homogénéité et mixité, différents types d'espaces pour exprimer des identités plurielles. Donc, en ce qui concerne le premier thème, on s'est intéressé à l'intégration qui se passe à travers la communauté francophone. Donc, ce qu'on a remarqué, c'est que les immigrants d'expression française participent dans les espaces communautaires francophones à différents moments et selon différents besoins. Ça peut être pour leur installation, quand ils arrivent dans le Grand Vancouver. Ça peut être quand ils ont des enfants pour faciliter la transmission linguistique. Pour certaines personnes, c'est vraiment une nécessité d'avoir ces sites communautaires francophones, notamment pour les personnes qui ne parlent pas anglais et pour qui les espaces anglophones ne sont pas accessibles. C'est des gens qui font face à des barrières de la langue quand ils sont dans des espaces anglophones et donc ils ont besoin vraiment de ces espaces francophones. Mais même pour les personnes qui sont bilingues, même pour les participants qui étaient bilingues, il y a un certain nombre de personnes qui nous ont dit que par confort, effectuer ces activités en français, c'est plus satisfaisant, c'est plus agréable. Et donc, même pour les participants qui étaient bilingues, ils appréciaient de pouvoir participer dans des sites communautaires francophones pour faire des activités en français de manière plus satisfaisante et plus confortable. De manière générale, à Vancouver, l'anglais est vraiment dominant. Et donc, voilà, les immigrants d'expression française apprécient d'avoir des espaces francophones pour faire des activités en français et mettre en pratique leur identité francophone. De plus, ce qu'on a remarqué, c'est que participer dans les espaces francophones, ça ne veut pas dire… la participation dans les espaces francophones ne va pas limiter l'intégration juste à la communauté francophone. Au contraire, à travers la communauté francophone, les immigrants et nos participants nous ont dit qu'ils avaient pu recevoir des informations concernant Vancouver, ils avaient pu se faire des contacts et s'intégrer dans la société canadienne de manière plus générale. Donc, je vais vous montrer quelques citations pour illustrer un petit peu mon propos. Donc, la première citation, c'est j'ai discuté avec une participante de sa motivation pour participer dans les sites communautaires francophones. Donc, elle me disait, alors au niveau des enfants, je pense que c'est important pour eux comme pour notre famille qu'ils puissent parler français, s'exprimer en français. Ils ont encore une arrière-grand-mère, leurs grands-parents parlent uniquement français. Donc, je pense que c'est important pour leur identité aussi. On est au Canada, les deux langues sont officielles. C'est important pour eux, comme pour nous, qu'ils deviennent bilingues. Donc ça, je pense que c'est ma première motivation pour les envoyer dans une école francophone. Donc, pour cette participante, participer dans les sites communautaires francophones, que ce soit l'école de ses enfants ou d'autres sites, ça soutenait la transmission linguistique dans sa famille. La deuxième citation, donc encore une fois, je discutais, c'était une autre participante avec qui je discutais de ce que la participation dans les sites communautaires francophones lui avait apporté. Donc, elle me disait, ça m'a aidé pour beaucoup de choses, pour me sentir bien, pour me sentir qu'ici au Canada, je peux avoir une famille, c'est mon pays aussi. J'ai pas peur. Avant, j'avais peur peut-être de partir dans la rue seule, mais maintenant, j'y vais, je prends le bus, je sais comment utiliser les transports en commun, je sais comment acheter des choses sur le marché. Ces deux sites-là m'ont aidé à comprendre bien que le pays du Canada peut être aussi mon pays, parce que j'ai vu, oh, ici au Canada, il y avait des personnes comme celles que j'ai rencontrées là, alors c'est cool. Donc, tout ça, c'est pour dire que la participation dans les sites communautaires francophones, pour cette participante, ça a vraiment permis le développement d'un sentiment d'appartenance au Canada de manière plus générale, au-delà, dans la communauté francophone, mais aussi au-delà. Donc,
Comme le suggère le thème de la Semaine nationale de l'immigration francophone, ma couleur francophone, la francophonie, c'est vraiment une communauté diverse. On peut penser à différentes ethnicités, aux différents pays d'origine des membres de la communauté, mais aussi diversité de religion, de culture, etc. Et donc, ce qu'on a remarqué, c'est que les activités proposées dans les sites communautaires peuvent servir de mécanisme d'inclusion ou d'exclusion. C'est-à-dire que ces activités ont vraiment le potentiel de réunir les membres de la communauté autour d'intérêts communs. Mais, étant donné que les membres de la communauté sont divers, il y a aussi des intérêts différents. Donc, une activité qui va plaire à l'un ne va pas forcément plaire à l'autre, selon le goût des personnes. Et le problème, c'est quand ces goûts sont reliés à certains marqueurs d'identité. Par exemple, si je propose un groupe de lecture, ça ne va pas forcément attirer les gens qui n'aiment pas lire. Et ça, ce n'est pas forcément grave. Par contre, si dans mon groupe de lecture, je ne propose uniquement des livres francophones européens, ça n'attirera peut-être pas forcément les personnes qui ne sont pas européennes. Et donc, peut-être que sans le vouloir, je vais créer de l'exclusion. Au-delà du fait de ne pas aimer lire, je vais créer de l'exclusion envers les personnes qui ne sont pas européennes, d'une certaine manière, un petit peu de manière involontaire, parce que les activités que je propose ne répondent pas forcément à leurs intérêts ou leurs goûts. Donc, je vais vous montrer ça dans les citations. Donc, ça, c'est avec une participante avec qui je discutais, encore une fois, ce qui la motivait ou ce qui pouvait décourager sa participation dans les sites communautaires francophones. Et donc, elle m'avait dit, les activités, en fait, ça ne m'intéresse pas. Donc, j'ai voulu un peu approfondir. Je lui ai dit, mais quand tu dis les activités, ça ne m'intéresse pas, est-ce que tu trouves qu'il n'y a pas assez d'offres ou que l'offre est ciblée sur certaines activités ou certains goûts que tout le monde ne partage pas forcément? Elle était un petit peu gênée dans sa réponse. Elle me dit, bah oui, c'est ça. Je pense que, excuse-moi, je ne sais pas comment, je ne sais pas si je vais… C'est juste pas mes intérêts. Je pense que la démographie, c'est plus pour des, comment je pourrais dire, genre middle-aged white, tu sais. Donc, cette participante, elle était assez bien informée des activités qui est offertes dans la communauté, mais elle trouvait qu'en fait, les activités visaient toujours le même type de personnes et qu'elle ne s'y retrouvait pas forcément et donc ça ne la poussait pas trop à participer. La deuxième citation, c'est une citation de l'Église et c'est une participante qui me parlait de ses motivations pour aller à l'Église. Et donc, elle me disait, donc j'ai grandi en croyant, je crois en Dieu, c'est une place là où je me sens vraiment détendue, c'est là où je me détends, là où, comme tu vois, quand je chante, vraiment, je laisse tout aller. Seulement, c'est moi que je me trouve là parce que avant que le pasteur soit le pasteur, donc elle parle du pasteur précédent, il y avait un autre pasteur. Ce n'est pas ce qui vraiment me pousse. Avant, il n'y avait pas autant pas des, comment je peux dire, des shows là, tu vois. Et donc, je lui dis, ah, d'accord, c'était pas le même style. Elle me dit, effectivement, c'était pas le même style. Donc là, elle parle en fait du style de musique qu'il y avait dans l'église. Et en fait, ce qu'elle explique, c'est que le style de musique qu'il y avait précédemment dans l'église n'était pas vraiment à son goût. Peut-être ça convenait mieux à d'autres personnes, mais elle, c'était pas forcément ce qui lui convenait. Par contre, maintenant, le style lui convient mieux. C'est un style de musique qui correspond aussi à sa communauté d'origine. D'ailleurs, la plupart des membres de l'Église, en fait, sont de cette communauté. Et donc, pour elle, d'avoir ce style de musique, c'est ce qui pouvait la pousser à participer à l'Église, mais qui correspondait aussi à sa communauté d'origine. Donc, ce n'est pas forcément mauvais que les membres de la communauté se rassemblent par groupe d'intérêt ou selon certains marqueurs identitaires. Ce n'est pas forcément mauvais qu'il y ait un groupe pour les parents, qu'il y ait un groupe pour les femmes, qu'il y ait un groupe par communauté de pays d'origine. Mais ce qu'on a remarqué, c'est que les participants ont souligné le besoin de différents types d'espaces. Donc, les participants ont dit que parfois, c'est agréable de pouvoir se retrouver avec dans des sites où il y a une population homogène. Par exemple, ça peut être agréable de se retrouver avec des gens de sa communauté d'origine, on se sent plus à l'aise. Mais les participants ont aussi dit qu'ils apprécient la diversité dans les sites communautaires francophones. Et finalement, en fait, ces sites permettent vraiment de faire vivre le multiculturalisme en français. Donc, on a vraiment besoin des deux types d'espaces. On a besoin d'espaces homogènes et on a besoin d'espaces plus mixtes. Par contre, il est important que les espaces qui sont mixtes le soient réellement. C'est-à-dire que les espaces qui ne visent pas certains groupes particuliers doivent vraiment être ouverts à toute la diversité de la francophonie, avec une vraie représentation de la diversité de la communauté à tous les niveaux, et notamment au niveau décisionnel. Pour éviter en fait les mécanismes d'exclusion involontaire que je vous ai mentionnés un peu avant. Par exemple, si je reprends mon exemple du groupe de lecture,
si parmi les organisateurs, organisatrices, il y a une personne qui n'est pas européenne, peut-être que cette personne va suggérer des livres qui viennent d'autres endroits du monde et permettre du coup un espace plus ouvert à la diversité et plus représentatif de toute la diversité francophone, de toutes les personnes qui potentiellement aiment bien lire dans la communauté. Et pour ce qui est des espaces plus homogènes, c'est aussi important que ces groupes, notamment les groupes par pays d'origine, se sentent inclus dans la communauté, notamment en partageant les ressources. Donc, je vais illustrer ça avec une citation. On peut passer à la diapo suivante. Est-ce que la diapo peut passer? Non, c'est gelé, je sais. Ah, ok. Ok, voilà. Ok, ok, parfait. Okay. Donc là, c'est une participante qui expliquait qu'elle appréciait particulièrement la diversité dans la communauté. Elle appréciait que le fait que les sites communautaires francophones rassemblent la diversité de la francophonie. Donc elle disait, voilà, je pense que ce qui est intéressant dans ces milieux francophones, c'est la diversité des francophones. C'est intéressant quand vous allez dans ces milieux francophones de voir des gens, par exemple l'école de mes enfants, on a beaucoup d'enseignants qui viennent de l'Iran, des enseignants qui viennent de Suisse, du Québec, de l'Ontario français, du Nouveau-Brunswick, de Louisiane, des pays du Maghreb, de la Roumanie, du Vietnam. Donc, c'est là où on se rend compte que le français, c'est vraiment une langue internationale. C'est une langue qui est parlée dans tellement de pays et de tellement de manières différentes aussi. C'est intéressant de voir comment le vocabulaire des gens, les accents des gens. Donc ça, je trouve que c'est vraiment intéressant et c'est vraiment enrichissant d'avoir ce type de communauté à Vancouver. Et dans la situation suivante, c'est une citation d'une informatrice clé. Donc c'est quelqu'un qui travaille dans un site communautaire francophone. Et qui disait, donc voilà, j'ai fait quelques rencontres avec les communautés ethnoculturelles et je leur posais les questions. Est-ce que vous vous sentez intégrés? Et ce que j'ai eu, c'était non. Ils me disent qu'ils se sentent vraiment à la périphérie, surtout les immigrants des communautés visibles. Et donc, je lui ai dit, enfin, on parlait de différentes choses. Est-ce que c'est une tendance que vous voyez dans les communautés immigrantes, cette tendance à aller vers les anglophones? Elle me dit oui, ou à vivre dans des silos. Donc, ils sont une communauté, mais ils n'ont aucune connexion avec la communauté francophone. C'est pour ça, quand on essaye de les mobiliser, ils refusent. Ils nous disent, quand vous voulez les financements, vous nous dites de venir danser et boire, mais vraiment, vous ne vous inquiétez pas de ce qui nous préoccupe. Donc, elle expliquait vraiment que les communautés d'immigrants de minorités visibles tendent à se sentir à la périphérie de la francophonie. Et quand elle dit ça, en fait, elle veut dire à la périphérie des associations francophones qui sont vraiment institutionnalisées, qui ont des financements, etc. Et donc, ces groupes par communauté d'origine peuvent se sentir un peu à la périphérie. Et ce qu'ils souhaiteraient, c'est vraiment une inclusion réelle où on se soucie de leurs préoccupations et on partage, en fait, les ressources. Donc, selon ces résultats, nous avons identifié quelques axes d'amélioration possibles. Certains sites communautaires francophones du Grand Vancouver manquent de mixité sociale. Donc, il est important de s'assurer que les espaces francophones soient ouverts et attrayants à toutes les personnes d'expression française en proposant des activités adaptées et fédératrices. La diversité de la communauté vraiment est une richesse et elle doit être célébrée et bien représentée. De plus, la communauté francophone, de façon plus générale, manque de visibilité et de reconnaissance dans la province. Donc, le manque de moyens, notamment financiers, est un frein à l'offre de services de qualité et suffisant pour aider les communautés immigrantes. Donc, la communauté francophone doit continuer à faire entendre sa voix et faire valoir ses droits à tous les niveaux gouvernementaux. J'ai récemment fait demande au CRSH pour le financement d'un autre projet sur la cohésion communautaire. J'ai mené un projet pilote financé par la Fédération des communautés francophones et acadiennes du Canada qui comparait le Grand Vancouver avec les villes de Winnipeg, Ottawa et Moncton. Et nous espérons vraiment faire une étude approfondie à ce sujet très important, au sujet de la cohésion communautaire. Donc ici,
On partage juste quelques références pertinentes si ça vous intéresse. Et ce projet aussi fait l'objet de plusieurs publications académiques et une thèse de maîtrise qui a été écrite en anglais puisque c'était à l'Université de la Colombie-Britannique. Mais la thèse quand même est disponible sur Internet. Mais le projet a aussi été présenté sur Radio-Canada, donc on vous partage le lien si vous voulez avoir un résumé. Et pour conclure, j'aimerais remercier aujourd'hui l'équipe du RIF pour avoir organisé cette présentation lors de la Semaine nationale de l'immigration francophone. Et on aimerait aussi remercier les membres de l'équipe de recherche, donc comme j'ai mentionné, les docteurs Louisa Véronès et Gillian Priest, mais aussi un membre de notre communauté locale, Dr. Mambo Masinda, qui vraiment, comme moi j'étais nouvellement arrivée à Vancouver, c'est vraiment lui qui m'a aidé à tisser des liens au sein de la communauté francophone, ainsi que Emmanuel du RIF. Donc, à tous ceux qui ont vraiment aidé à créer un début pour ce projet, je vous remercie énormément. On veut absolument remercier tous les participants et les participantes de cette étude parce que la recherche ne se fait pas sans données. Et donc, si les gens ne veulent pas nous parler, on peut ne rien comprendre. Et donc, on veut vraiment remercier les partenaires communautaires aussi qui nous ont aidés à rencontrer ces participants et ces participantes de recherche, qui nous ont donné accès à leurs espaces, qui nous ont donné la permission d'observer leurs activités. Et finalement, ça prend de l'argent aussi, donc on remercie toujours nos bailleurs de fonds. Et on partage sur cette dernière diapo nos coordonnées. Donc, si vous voulez faire un suivi avec nous, avoir d'amples renseignements, vous pouvez nous envoyer un courriel. Éventuellement aussi, l'enregistrement de cette présentation va être téléchargé sur le site du réseau de recherche à l'Université de la Colombie-Britannique qui s'appelle UBC Migration. Donc, j'ai mis le site web là. Et par la suite, je crois que Ressa va aussi faire circuler une copie des diapos de la présentation d'aujourd'hui, ainsi qu'un résumé de l'étude qui a été créée par Anne. Et donc, je vais juste arrêter de partager l'écran pour que nous puissions passer à la discussion et je vais aussi arrêter l'enregistrement pour que vous vous sentez à l'aise de poser des questions.